Bien, bonjour, merci pour cette invitation dans ce cadre tout à fait remarquable et qui pousse vraiment à des échanges et à la réflexion. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur ces aspects d'utilité ou d'aspects nuisibles des émotions. Je ne suis pas un spécialiste de l'alimentation des troubles alimentaires. Je m'intéresse beaucoup plus aux émotions dans un contexte d'anxiété et de dépression, mais ce sont des champs qui sont assez proches. Mais je vais rester vraiment dans le domaine des émotions. Il y a des personnes qui seront beaucoup plus compétentes que moi, je pense, par la suite, pour faire le lien entre émotion et alimentation. Je suis un gros gourmand, donc mon approche de l'alimentation est avant tout expérientielle et hédoniste, pas très professionnelle, j'avoue. Bien, comme l'a très bien fait remarquer Gérald, nous avons dans l'histoire de la psychothérapie des connotations qui sont parfois contradictoires à propos de l'émotion, mais ce sont aussi des représentations que nous avons tous à propos de l'émotion. On entretient des représentations qui peuvent être très différentes et parfois contradictoires. Si je vous montre ceci, ou si je vous montre cela, tout ça évoque une série de connotations émotionnelles. Comme le public est ici majoritairement féminin, rassurez-vous, les femmes ne sont pas en reste, et parfois elles poussent la chose un peu loin. Bien, donc ici j'éveille toute une série de connotations à propos des émotions. Si je vous montre, qui est bien rassemblé ici dans le cas de la colère par Albert Einstein, qui dit que la colère est vraiment dans le fond l'apanage des idiots. Par contre, si je vous montre d'autres images qui vont susciter d'autres connotations émotionnelles, on entre dans un univers tout à fait différent. Si on regarde aussi dans la sagesse populaire, dans les dictons, dans les choses qui sont dites et partagées, pour le moment on est dans une vague nouvel âge bouddhisante, etc., etc. Et ces personnes n'aiment pas du tout la colère. Quand on voit les citations, et je voudrais pu retirer toute une série de citations dans ce courant-là à propos de la colère, qui est vraiment considérée comme une émotion destructrice. Des personnes aussi autorisées que George Lucas dans Star Wars sont du même avis, et pas seulement pour la colère. Par contre, des héros français comme Richard Bohringer vont défendre ou vont avoir des citations qui vont dans un sens tout à fait opposé et qui montrent que l'émotion est le sel de la vie. C'est un peu ce qui est rassemblé dans les deux autres citations. Et si vous regardez quelque chose qui emplit jusqu'à la nausée nos vies, qui est la publicité, on fait sans arrêt appel à l'émotion, et en vendant de l'émotion, en vendant des choses qui vont attirer les gens et qui est l'émotion. Donc on a une série d'a priori. On vient d'en évoquer certains. Est-ce que les émotions seraient quelque chose de biologique qui serait une espèce d'héritage malheureux, comme notre appendice d'un lointain passé, et donc quelque chose que nous devrions domestiquer ou à tout le moins socialiser, quelque chose qui serait la partie animale en nous. Ça, c'est un a priori que toute une série de personnes pourraient avoir et qu'on retrouve dans énormément de citations ou de métaphores dans le langage courant. On a aussi largement fait appel à cette opposition entre émotion et rationalité, avec l'idée qu'on a retrouvée très fort dans les thérapies cognitives beckiennes, par exemple, où l'émotion devait être contrôlée par la raison, elle devrait être raisonnée, il fallait forcer l'émotion dans le boule qui était assez étroit, il faut bien le dire, de la rationalité. Et ce qu'on voit émerger encore beaucoup plus maintenant, et là, si vous allez dans une librairie, ça déborde de livres, c'est cette notion d'émotion positive, de psychologie positive, etc., etc., avec un dichotomisme d'une simplicité qui, malheureusement, est un peu navrante pour moi, où d'un côté, on aurait les émotions négatives, et de l'autre côté, les émotions positives. Les émotions positives, ça va être l'amour, la joie, la tendresse, l'attirance, la fierté, l'empathie, l'espoir, etc., etc. Et puis, il y a tous les méchants de l'autre côté, avec le regret, l'envie, et blablabla. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, j'avais pensé vous montrer déjà des représentations des péchés capitaux par les primitifs flamands qui illustrent tout ça très bien, mais on a vraiment cette vision assez dichotomique des choses qui est très popularisée dans la littérature tout public pour le moment, avec ce schéma,
si on a des pensées positives, on a des émotions positives, donc on a des comportements constructifs, donc on a plus d'argent, on est en meilleure santé, on a une meilleure carrière, on est mieux dans nos relations, et on a un patrimoine qui augmente. Et c'est juste l'inverse du côté positif. Bien. Alors, pour essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça et jeter une perspective un petit peu différente, d'abord définir ce qu'est l'émotion, et puis je vais aborder cette question de l'aspect fonctionnel, dysfonctionnel des émotions par l'abord des modes émotionnels. On peut entrer dans différents modes émotionnels, c'est ce que je vais développer, et je terminerai par une petite coda sur un point qui me semble très important, c'est la notion de flexibilité dans les réponses et l'adaptation émotionnelle. Donc qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion, si on doit décrire le phénomène, c'est quelque chose qui fait appel à toute une série de processus, et d'abord, avant tout, des processus qui sont hautement et purement cognitifs. On ne peut avoir une émotion que si on attribue une signification à une situation. La Madeleine de Proust a une signification émotionnelle pour Proust parce qu'il attribue une signification qui dépend là de son histoire et de ses expériences antérieures. Une Madeleine chez Kant ne va pas avoir le même effet. Je ne pense pas. Et c'est ainsi vrai pour chacun d'entre nous, c'est que nous allons réagir aux situations auxquelles nous sommes confrontés en fonction de la signification que nous attribuons. Alors bien sûr, cette attribution de signification, elle peut être tout à fait automatique, tout à fait non consciente, dépendre de processus sur lesquels nous n'avons pas de prise conscience, toutes sortes d'apprentissages et d'expériences antérieures qu'on a fait, mais cela reste des processus cognitifs au sens premier du terme, c'est-à-dire des processus qui attribuent une signification à un objet. Et une fois que cette signification est attribuée, l'entièreté de notre être se mobilise. C'est ce qu'on va appeler la tendance à l'action. L'entièreté de notre être se mobilise pour pouvoir entrer en interaction avec notre environnement. La tendance à l'action, c'est entrer dans un certain mode, se préparer à apporter certains types de réponses pour pouvoir s'adapter aux défis de la situation tels qu'ils ont été perçus, à tort ou à raison, dans l'étape où on a attribué une signification à une émotion. Et après, si cette tendance à l'action est suffisamment activée, si elle n'est pas inhibée, ça donne lieu à une série de réponses qui va concerner toute une série de domaines. Le sentiment subjectif, ce qu'on va ressentir comme émotion, c'est un phénomène de perception diffuse de tous ces changements qui se passent. Certains de ces changements sont tout à fait automatiques, implicites, d'autres sont plus explicites, plus accessibles à la conscience. Alors, dans cette signification qu'on attribue, il y a une multitude de possibilités, mais il y a certaines émotions qui représentent des espèces de défis de base, ou en tout cas de situations extrêmement centrales et importantes, eu égard à notre humanité, à notre condition humaine. Et chaque émotion sert une fonction à ce niveau-là. Ici, vous avez les définitions. J'ai 20 minutes, j'ai peu de temps, donc je ne vais pas repasser tout ça en revue. Vous avez ici les définitions des significations qui sont attribuées à chacune des émotions. Et ces significations appellent des réponses qui ont une fonction. C'est ainsi que, par exemple, la colère, tant décriée par ailleurs, va être une émotion très très importante, notamment pour gérer les distances sociales, pour gérer le fait que nous sommes dans une espèce sociale, une espèce grégaire, et donc une espèce hiérarchique. Ces différents aspects servent une fonction qui est très très importante pour l'adaptation en général. Toutes les facettes sont mobilisées par l'émotion. On vient aussi d'y faire allusion dans l'introduction, que ce soit au niveau de motivation, cognition, nos contacts sociaux, ce qu'on en ressent, notre physiologie, et ça va aussi être à mettre en relation certainement avec l'alimentation, mais certainement pas par cette seule facette, et les aspects expressifs. Alors, les émotions, ici je les ai représentées de manière très très linéaire, mais en fait ce sont des processus systémiques avec beaucoup d'autorégulation. Les réponses émotionnelles, eh bien, on les évalue également.
Si vous sentez que vous commencez à transpirer et votre cœur commence à battre plus fort, si vous percevez cette chose, et même si vous ne la percevez pas consciemment, tout ça vient colorer l'évaluation de la situation dans laquelle vous êtes. Mais aussi, par les actions qu'elle engendre, l'émotion vient changer la situation. Par les interactions aussi qu'elle engendre, l'émotion change la situation. Donc, on est dans des phénomènes qui sont complexes parce qu'il y a énormément de boucles de rétroaction et ce sont des systèmes en résonance permanente. Bien. Donc, vous voyez ici, avec ce que je viens de développer jusqu'à présent, il y a un a priori fonctionnaliste très important. C'est que les émotions sont là pour servir une fonction. Et que ces émotions ont des fonctions en rapport avec les défis importants qui tiennent à notre condition humaine. La condition humaine, qu'est-ce que c'est ? C'est notamment le fait qu'on est extrêmement prématuré, et donc que les aspects d'attachement sont extrêmement importants, et les émotions sont là. Souvenez-vous, la maman et de son bébé que j'ai montré, si on ne s'attachait pas à ces horribles petites choses qui nous empêchent de dormir, qui font du bruit, qui peuvent sentir mauvais, qui sont s'il n'y avait pas toutes ces émotions et ce processus d'attachement, il y aurait longtemps qu'on aurait disparu comme espèce. Elles sont là aussi pour régler les relations sociales, elles sont là aussi pour nous donner toutes sortes d'informations par rapport à ce qui fait les choses qui sont importantes pour nous, les rôles dans lesquels nous voulons investir, les valeurs qui nous sont propres. Voilà, donc, message de base, les émotions, aussi bien celles qu'on dit positives que celles qu'on dit négatives, elles ont une fonction. Ce sont des signaux importants et ce sont aussi des grands coordonnateurs, organisateurs de notre action de manière générale. Bien. Donc ici, tout semble très bien avec l'émotion, mais comme on a dit, parfois ça pose problème, ces émotions. Alors, quand est-ce que ça peut poser problème ? Un abord est celui qui a été proposé par Leslie Greenberg, qui est le premier thérapeute qui s'est réellement, vraiment intéressé aux émotions. Il faut certainement lui donner ce crédit. Et il a développé l'idée qu'un des problèmes avec les émotions, c'est qu'à un moment, le processus était arrêté, ou bien il était étouffé, ou bien il était détourné. Que les émotions ne pouvaient pas, pour toutes sortes de raisons, suivre leur cours naturel. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des problèmes avec les émotions. Et il a distingué 4 catégories d'expressions émotionnelles. Il leur a donné des noms un peu barbares, mais je vais un peu détailler avec vous ce dont il s'agit. Alors, ce qu'il appelle l'émotion primaire adaptée, de quoi s'agit-il ? C'est que vous êtes dans une situation à laquelle vous donnez une signification émotionnelle, et la signification émotionnelle que vous donnez fait sens par rapport à la situation. Ce n'est pas quelque chose qui est déconnecté de la situation, ce n'est pas une mésinterprétation du défi qui est présent pour vous, ou de l'opportunité qui est présente pour vous dans cette situation. Et à ce moment-là, ce que Leslie Greenberg suggère, c'est que la meilleure chose à faire, c'est de laisser l'émotion suivre son décours, la laisser se développer, pouvoir l'exprimer dans un contexte social ou dans un mode socialement acceptable. Déjà là, on peut voir différents problèmes qui peuvent surgir, ou des contraintes sociales, certains aspects éducationnels peuvent empêcher le décours de l'émotion. Et ça va donner lieu à toutes sortes de problèmes. Les personnes qui vont réprimer l'expression de leur émotion sont des personnes qui aussi manifestent en général plus de changements physiologiques dans l'émotion et où les changements physiologiques reviennent plus difficilement à un niveau de base et donc qui vont être plus à risque de présenter certains types de problèmes au niveau psychosomatique. Puis on a les émotions primaires inadaptées. Qu'est-ce que c'est ? Là, c'est la signification que vous donnez à la situation qui est sans rapport avec un défi ou une opportunité réelle. Exemple, les phobies. Une fois, j'ai une personne qui était phobique des ballons de baudruche. Le ballon de baudruche ne présentait aucun défi ni aucun danger pour sa survie, mais elle, de manière automatique, ne pouvait s'empêcher d'attribuer cette signification et de réagir en fonction de cette signification émotionnelle. Donc ici, la manière de faire face à ça, d'après Leslie Greenberg, la meilleure approche, c'est dans les thérapies de type comportemental ou de type émotionnel et comportemental.
Et puis, il y a quelque chose que nous pratiquons et que nous avons subi depuis longtemps. Une grosse partie de l'éducation est basée sur une déviance émotionnelle qui est l'émotion stratégique ou l'émotion instrumentale, où on utilise les émotions pour manipuler notre entourage. On est une espèce sociale, on exprime l'émotion, ça a des effets, ça a une répercussion sur le comportement d'autrui, et donc parfois on feint des émotions. Et toutes nos règles de politesse concernent notamment des émotions qui sont des manipulations sociales, ou en tout cas, qui sont des mensonges sociaux en tout cas. Notre éducation, ou si tu fais ça, je feins la colère. En fait, j'ai envie de très rire de ce que le gamin a fait comme bêtise ou quoi que ce soit, mais je feins la colère parce que je sais que ça va avoir un effet sur le comportement. Alors, au niveau thérapeutique, c'est évidemment quelque chose qu'on va essayer d'éviter au maximum, certainement dans un contexte thérapeutique, faire remarquer la non-concordance entre ce qui est exprimé. Souvent, la personne ne s'en n'aperçoit pas. J'ai eu, il y a quelque temps, une personne qui expliquait une expérience d'humiliation publique extrêmement pénible, et il m'expliquait tout ça avec un sourire, un grand sourire. Quand je lui ai fait remarquer, il n'avait pas remarqué qu'il souriait. Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui fait que vous exprimez quelque chose de différent que vous ressentiez, Et ici, c'est assez amusant, quand je lui ai fait remarquer ça, il a à nouveau souri, et il m'a dit, c'était pour ne pas que vous mettre mal à l'aise avec toutes mes histoires. Donc on était ici en plein dans un mécanisme qui participait en tout cas au cœur même de la problématique qui venait pour le faire consulter. Mais ce qui va surtout être intéressant, c'est ce qu'on appelle les émotions secondaires. Et en France, on doit bien connaître ça, parce que c'est le seul pays au monde où les trains jouent à cache-cache, et où il y a ces panneaux qu'un train peut en cacher un autre, une émotion peut en cacher une autre. Une émotion peut en cacher une autre. Qu'est-ce qui se passe ? Les émotions sont dites secondaires parce que la signification qui donne lieu à l'émotion n'est pas une signification de la situation même dans laquelle se trouve la personne, mais de la réaction de la personne dans cette situation. Donc, une émotion secondaire, ça va être avoir peur de sa colère ou avoir peur d'avoir peur. Si je commence à avoir peur d'avoir peur, cette peur peut s'emballer, je peux finir par paniquer, par exemple. L'anxiété est souvent une émotion secondaire, c'est la peur de ses propres réactions ou c'est la peur d'autres émotions. Ça peut aussi avoir une fonction défensive. Et c'est ici que le travail thérapeutique prend une importance capitale, où il faut pouvoir repérer l'émotion primaire, c'est-à-dire l'enjeu réel dans la situation pour la personne. Alors, ici, on est en lien avec un modèle extrêmement important qui a été proposé dans cette nouvelle vague des thérapies émotionnelles, qui est le modèle de la persistance de la détresse émotionnelle de Barlow. Que dit Barlow ? C'est que quand on s'attend à faire une expérience qui est vraiment difficile à vivre, et si cette expérience est perçue comme quelque chose que je ne vais pas pouvoir supporter, que je ne vais pas pouvoir accepter à vivre, on va commencer à avoir peur de cette expérience ou à développer toute une attitude par cette expérience où on va essayer de diminuer, de réduire ou de ne pas faire cette expérience. Donc ici, la suppression ne porte pas vraiment sur l'émotion elle-même, mais sur le ressenti, sur l'impact de l'émotion. Le problème, c'est que c'est souvent voué à l'échec. Si j'ai peur de faire des paniques, j'ai vraiment peur de cette peur qui explose en moi, je vais tout faire pour essayer de supprimer cette peur. Et donc, je vais, par exemple, éviter de me rendre au supermarché, éviter de me rendre au spectacle, éviter de faire toute une série de choses parce que j'ai associé ces endroits avec ma panique. Je vais éviter de regarder la télévision où il y a des films ou des scènes qui sont trop émotionnelles parce que ça va susciter des sensations corporelles, des émotions qui peuvent activer ma panique. Et donc mon univers se réduit comme une peau de chagrin, comme dans L'écume du jour de Boris Vian, où le personnage voit la pièce se rétrécir, et l'étouffer de plus en plus, et c'est ce qui se passe. On a de plus en plus de temps pour, se préoccuper du fait qu'on pourrait avoir une attaque de panique, qu'on pourrait paniquer, et plus on se préoccupe du fait qu'on peut avoir une attaque de panique, plus on s'observe, et plus on s'observe, plus on remarque des sensations bizarres, et plus on se met en danger de faire une panique. Donc vous voyez ici, il y a un lien direct entre ce concept d'émotion secondaire
chez Leslie Greenberg est le modèle de l'évitement de la détresse émotionnelle. Alors, la réponse à ça, c'est de développer, de cultiver l'autre voie, qui est de changer son attitude par rapport au vécu émotionnel. Ici, le changement d'attitude est un changement d'attitude par rapport au vécu émotionnel. L'acceptation ici du vécu, l'acceptation de l'émotion, c'est l'acceptation du vécu émotionnel. Ce n'est en rien l'acceptation de la situation qui génère l'émotion. Ce n'est en rien une résignation par rapport au fait que nous sommes en train de vivre. Il y a des choses qui peuvent être tout à fait révoltantes, et c'est pas... Ici, la consigne n'est certainement pas d'accepter cette situation, mais c'est d'accepter le fait, c'est de ne pas lutter contre le fait que la colère est là, que la révolte est là en nous, et de pouvoir être à l'écoute et pouvoir percevoir ces choses, et pouvoir leur donner une place constructive. Et à partir du moment où on laisse cette place à l'émotion, dans son caractère primaire, ce qui est observé, c'est que dans la plupart des cas, il y a un rétablissement naturel de l'humeur. Bien. Alors, il me reste très peu de temps, donc je ne vais pas vous parler de rumination mentale. J'ai bien insisté sur l'importance d'apprivoiser l'émotion dans cette attitude d'acceptation. Je vous ai bien dit que l'acceptation porte sur le fait de ressentir l'émotion, pas sur la situation. Je voudrais aussi ajouter que ce n'est pas l'acceptation pour l'acceptation. Pour le moment, je remarque dans beaucoup de livres de psychologie, il y a une espèce de culte de l'acceptation. Et ce qui est souvent passé sous silence, c'est que l'acceptation n'est qu'un moment dans un mouvement dynamique. On passe d'une attitude où c'est trop pénible, je ne veux pas le vivre, à de toute façon, je n'ai pas le choix, autant essayer d'en tirer le meilleur parti possible et peut-être d'apprendre des choses sur moi, et je me tourne et j'accepte d'éprouver cela. Et c'est en faisant ce choix, on passe d'une thèse, non, à une antithèse, juste l'attitude opposée, que naît alors quelque chose qui est différent, une perspective différente. Ce n'est pas donc l'acceptation pour l'acceptation, mais l'acceptation parce que ça va nous permettre d'avoir une vision différente sur la situation. Exemple clinique très concret, j'ai perdu ma compagne, c'est quelque chose qui est tout à fait effroyable, c'est tellement effroyable que je ne veux pas la révoquer, j'essaie de ne pas penser, c'est le film La Chambre, vous voyez, avec l'enfant, c'est quelque chose, on condamne les choses, on ne peut plus penser à cela tellement ça pourrait être pénible. Et puis je commence à être de plus en plus tendu parce que de toute façon je rêve de ma compagne disparue, de toute façon j'ai des intrusions, je suis en rue, parfois j'ai l'impression qu'elle est là et la voir, c'est quelque chose qui me fait très très peur parce que j'ai peur d'être submergé par cette tristesse. Antithèse, j'accepte d'éprouver la tristesse. Je reprends l'album photo de nos vacances, je reprends l'album photo de notre mariage, etc., etc. Je regarde ça et j'ai toute cette tristesse qui monte. Synthèse, qu'est-ce qui se passe? Je réalise, c'est un cas clinique réel, je réalise en fait, pour utiliser les mots de la personne, en essayant de m'empêcher de penser à elle, je la tuais une seconde fois. Je réalise que même si la tristesse est là, pouvoir me souvenir de tout ça, je peux réactiver quelque chose qui fait partie de moi. Je peux continuer à laisser vivre cet aspect important en moi. Et la coda, elle va être courte, sur la flexibilité émotionnelle. Donc ici on voit, les émotions vont commencer à poser problème pour les différents modes que j'ai expliqués. Elles peuvent poser problème dans les cas où de manière systématique on a une forme d'évitement ou de suppression du vécu émotionnel. Mais il y a une autre notion qui est importante, c'est l'aspect de flexibilité, qui peut couvrir trois notions différentes. La première notion, c'est un retour rapide à la ligne de base. Ici, vous avez des courbes théoriques où vous avez l'évolution de l'émotion, où vous avez des cas de figure très différents entre la ligne rouge et la ligne verte. La ligne rouge, on voit que l'émotion se maintient longtemps et a du mal à redescendre. Et souvent, c'est ce qui va poser problème. Ce n'est pas l'intensité ou le pic émotionnel, mais c'est la flexibilité de la personne, au fait de pouvoir éprouver quelque chose de manière assez intense et puis de revenir à une ligne de base et puis éprouver d'autres choses. C'est vraiment comme au niveau cardiovasculaire.
c'est cet aspect de flexibilité qui est important. Ce n'est pas le fait d'avoir parfois des gros pics au niveau cardiaque, c'est le fait d'avoir un rythme qui n'arrive pas à descendre à une ligne de base qui est nocif à la santé. L'autre chose, c'est le répertoire émotionnel. Alors, je sais que les élections présidentielles font couler beaucoup de choses. J'ai préféré reculer un peu dans l'histoire pour ne pas sembler faire parti pris, mais on a un répertoire émotionnel terrible. Et ce qui caractérise vraiment les personnes qui ont des difficultés ou qui se passent du côté pathologique au niveau émotionnel, c'est que c'est toujours la même chose qui revient. C'est qu'il y a une forme de rigidité et le défi, en fait, n'est pas tellement de leur faire éprouver les bonnes émotions, le défi est de leur faire éprouver d'autres émotions que toujours la même chose, toujours la même chose. Donc il y a cet aspect de pouvoir jouer avec l'étendue du répertoire et pouvoir aussi jouer avec l'étendue des différents modes de gestion. Et ici, c'est un petit diagramme tout simple qu'on utilise dans certains groupes thérapeutiques qui a été proposé par un collègue flamand, Edelmax, où il dit, quand on est confronté à une situation difficile, on peut réagir de 36 000 manières différentes. Et on pourrait distinguer ces différentes manières de réagir sur des tas de dimensions, on en prend deux. Il y en a une où on va confronter, on va être dans la tentative d'acceptation ou de résolution de l'émotion, et à l'inverse, on peut éviter, on peut se distraire, on peut faire des tas de trucs. Et une autre dimension, c'est qu'on peut faire ça tout seul ou on peut faire ça avec d'autres. Donc, par exemple, ici, si je veux confronter tout seul, je peux faire de l'introspection, ou bien je peux faire la pleine conscience et inviter cette difficulté dans mon exercice de pleine conscience et voir ce que ça devient. Je peux aussi partir courir avec mon copain Jean-Pascal, qui est mon psychanalyste attitré, et pendant qu'on court, on parle beaucoup, et je parle de tous ces problèmes. Donc là, je confronte avec quelqu'un d'autre. Ou bien je peux distraire. Je peux aller voir mes amis, typiquement au bar à bière sur le campus, et là, on va parler de beaucoup de choses, mais je ne vais surtout pas parler des problèmes qui me préoccupent à ce moment-là. On va s'amuser, on va parler de sport, de tout ce que vous voulez. Ou bien je peux commencer à... tout ce qui est un petit écran, c'est un distracteur remarquable. C'est une méthode d'évitement émotionnel garantie sur facture. Donc je peux faire toutes ces choses-là. Le message important, et c'est par là que je vais terminer, c'est qu'en soi, il n'y a aucun de ces modes de coping qui est nécessairement nuisible. Ce qui va être nécessairement nuisible, c'est si vous restez prisonnier dans certains modes de coping. Si vous êtes toujours dans l'introspection, vous n'allez pas être bien. Si dès que vous avez un problème, vous allez boire un verre avec vos amis, votre couple ne va pas tenir longtemps et vous n'allez pas être bien, vous n'allez pas non plus résoudre les problèmes. Donc ici, le message qui est à donner, c'est aussi dans cet aspect de flexibilité, dans pouvoir voir, en fonction des ressources que j'ai maintenant, en fonction de la situation, comment est-ce que du mieux que je peux faire face. Et parfois, l'évitement est une option tout à fait décente. Voilà. Donc, pour terminer, je disais les émotions pour le meilleur et pour le pire, un peu réhabiliter l'émotion, ça nous révèle à nous-mêmes. C'est une source très importante de motivation dans des stratégies de changement. Le fait de plus ou moins bien pouvoir arriver à répondre à ces défis des différents modes d'expression émotionnelle est au cœur des aspects d'évolution possiblement nuisibles ou au contraire fonctionnels de l'émotion. Et si on va du côté nuisible, très clairement on a des évitements ou des dénis qui sont chroniques et qui sont rigides, et on essaye de répondre à ça par le fait d'amener la personne à apprivoiser l'émotion en acceptant d'éprouver l'émotion et en développant une forme de flexibilité au niveau émotionnel. C'est le gros du travail thérapeutique des émotions tourne autour de cela. Voilà, je ne sais pas s'il nous reste du temps pour des questions. J'ai entendu dans certaines approches théoriques qu'on essayait de distinguer émotions, sentiments, sensations, pour voir s'il n'y avait pas, même neurophysiologiquement, des choses différentes là derrière. Tu peux nous éclairer là-dessus ? C'est très la difficulté ici, c'est qu'il y a une grosse partie de sémantique
sur laquelle il faut s'entendre, donc des étiquettes qu'on met sur les phénomènes. Et puis il y a aussi certains types de données scientifiques. Pour dire les choses, la distinction entre sentiment et émotion, c'est une préoccupation principalement franco-française en fait. Dans la littérature en langue anglaise, c'est une distinction qui est très très peu faite. On va parler de le sentiment, feeling, va être la facette phénoménologique de la réponse émotionnelle, qui est principalement conçue comme un mécanisme de perception global, intégrateur, holistique, automatique de tous les changements qui surviennent. Et dans ces changements qui surviennent, il y a deux types de changements qui semblent particulièrement importants. Il y a d'une part les sensations corporelles et d'autre part la signification générale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la dia que j'avais montrée avec les différentes significations émotionnelles. Hein. Donc, cette dia-ci, c'est le fait que la signification qui est attribuée vient activer dans tout notre univers mental et dans le champ de la conscience, vient colorer tout ce qui y vient en fonction des buts et des expériences passées qui sont liées à la signification fondamentale qui est activée. Enfin voilà, mais ça demanderait beaucoup de développement. C'est juste pour t'embêter un petit peu, Pierre. Tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait d'émotion qu'à partir du moment où il y avait une évaluation d'une situation, où il y avait des significations. Est-ce que c'est vrai à 100% ? Est-ce qu'il y a forcément les émotions sont forcément dépendantes de ça ? Et par exemple, les animaux ou même des êtres extrêmement rudimentaires, des amibes, pour certains spécialistes de neurophysio, ont des émotions. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'une amibe qui se déplace vers une goutte d'eau, c'est un mouvement émotionnel. Tout à fait. J'ai écrit il y a quelques années avec une collègue française de Tours, Catherine Belzoum, qui est une biopsychologue, tout un article où on retraçait la naissance de l'évaluation émotionnelle dans la phylogenèse. Donc en montrant justement qu'il y a ces évaluations de positivité, enfin de valence, qui sont présentes dès qu'il y a du vivant, en fait. Et on peut retracer, et c'est assez étonnant de voir que des évaluations assez complexes, comme rapport au but, etc., sont déjà présents. On a déjà des signes assez sûrs à des niveaux phylogénétiques très antérieurs. Alors, cette signification, on donne de la signification de toutes sortes de manières différentes. Alors, je sais que je suis en face de l'université René Descartes, mais il faut comprendre que on a un dualisme qui nous joue de très mauvais tours si on essaie de comprendre les émotions et la signification émotionnelle. Nous sommes des personnes incarnées. Nos significations, notre compréhension des choses est incarnée. La manière dont on attribue une signification dépend de toutes sortes de processus qui peuvent fonctionner en parallèle, y compris des processus extrêmement rudimentaires. Vous avez tous sursauté. Il y a un début d'évaluation émotionnelle, il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans l'environnement, qui est potentiellement pertinent pour votre survie. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une proto-émotion. Cette proto-émotion, elle est déterminée par quelque chose qui est très très simple, qui est l'augmentation de l'activation dans votre formation réticulée. Vous avez ça chez des animaux, dès qu'il y a une formation réticulée, il y a ça. Donc c'est un phénomène quasi physiologique, quasi réflexe, mais c'est déjà une première évaluation. C'est un décodage de quelque chose qui se passe dans l'environnement et qui a une signification. Donc, si on prend cette définition de donner une signification, ou en tout cas que l'environnement prend une signification, oui, c'est une condition tout à fait nécessaire au niveau pour qu'il y ait une émotion. Donc à nouveau ici, ça demande de bien préciser ce qu'il y a derrière le terme. Ça peut être un processus qui est un processus complètement inné de nature réflexe.
à la base. Que l'évaluation était obligatoirement cognitive. Mais ça dépend le sens que tu donnes à cognition. Parce que les cognitions de l'amibe sont pauvres. Les cognitions d'amibe sont... de l'amibe. Oui, mais il y a un décodage de l'information qui est là et qui est fait par une série de capteurs qui... Enfin, c'est de l'information. Il n'y a rien à faire. Si on essaie de définir ce qu'est l'information, le traitement de l'information, on est obligé d'admettre que ça ne se passe pas seulement dans les neurones. Bien, merci Pierre, c'est très, très éclairant.